Merci Sophie pour cette introduction. Donc effectivement, je vais parler donc de changer les pratiques de la recherche et je vais me baser pas mal sur tout ce qui a été fait dans le collectif Labo 1.5 que je présenterai après. Alors je précise que je ne suis pas du tout dans la direction ni dans la coordination de Labo 1.5, mais effectivement je suis membre active, donc je vais raconter un petit peu ce qui s'y passe. J'ai toujours tendance à regarder l'écran, mais alors que j'ai le truc devant moi, donc je vais essayer de regarder devant moi. Donc, pour commencer, on a parlé pour l'instant de tout ce qui est thématique de recherche. Effectivement, la responsabilité de la recherche face aux enjeux environnementaux, elle se décline sur deux aspects, hein, tout ce qui est impact direct de la recherche, donc tout ce qui est impact des pratiques de recherche, du fonctionnement du laboratoire, etc., dont je vais parler là. Et puis tout ce qui est impact indirect, donc notamment les thématiques de recherche, les méthodes utilisées, tout ce qui est sensibilisation, enseignement, etc. Voilà, je présente ça ici sur ce premier slide de façon séparée, mais en réalité, je pense que c'est assez lié. D'ailleurs, ça a été un petit peu évoqué déjà tout à l'heure. Je reviendrai dessus à la fin. Donc, dans cette présentation, je vais vraiment focaliser sur les pratiques de recherche et qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue pratique de recherche. Alors, c'est pareil, je spoil tout de suite. Je ne vais pas donner des solutions toutes faites. Je ne vais pas expliquer toutes les possibilités qu'il y a pour réduire l'empreinte, mais je vais essayer de montrer un petit peu plutôt quelles sont les démarches qu'on peut suivre. Alors déjà, première chose, pourquoi est-ce que en tant que laboratoire de recherche, on est concerné par la réduction de l'empreinte environnementale et pourquoi est-ce qu'on aurait à s'impliquer en tant que laboratoire. Donc, on va en rediscuter tout à l'heure, mais l'empreinte environnementale, alors en l'occurrence, ce que je vais montrer, c'est que de l'empreinte carbone. Donc, voilà, mais bon, l'empreinte carbone des laboratoires de recherche est très loin d'être négligeable. Et donc, les laboratoires de recherche ont aussi un rôle à jouer dans la transition. La raison pour laquelle on a des raisons de s'impliquer en tant que laboratoire de recherche, hein, c'est notamment donc du fait du statut de la recherche. Voilà, tout ce qui est liberté académique, ça va avoir une influence aussi sur nos pratiques, enfin sur la possibilité de modifier nos pratiques notamment. Et puis, une autre raison, c'est que ça met en jeu la crédibilité de la parole scientifique aussi. Hein. Il y a des études qui ont montré que pour être crédible sur les questions climatiques, la perception que les gens ont de l'empreinte carbone des scientifiques va influencer sur la crédibilité qu'on leur donne. Donc, c'est important aussi d'être crédible de ce point de vue-là. Bon, par ailleurs, c'est aussi une question de cohérence, évidemment, professionnelle, hein, c'est-à-dire que c'est compliqué de faire plein de choses, par exemple, d'un point de vue personnel, et puis de pas du tout s'en soucier d'un point de vue professionnel. Et puis, ce que je vais essayer de discuter aussi, c'est que c'est l'occasion de repenser aussi les pratiques. Hein. Voilà, je pense qu'on est très nombreux à se plaindre du fait qu'on fasse trop de choses, que toutes les choses arrivent beaucoup trop vite, qu'on soit dans la suractivité. Et de la perte de collectif aussi des laboratoires de recherche. C'est l'occasion de repenser tout ça aussi, hein, d'essayer de ralentir, de travailler de façon beaucoup plus collective et collaborative. Et, une autre raison, c'est que tous les résultats qu'on peut avoir en tant que labo de recherche, donc les labos de recherche, en fait, ça peut être aussi juste un terrain en fait d'expérimentation pour cette transition bas carbone. Et ça permet aussi de regarder quelles sont les stratégies qui fonctionnent, les stratégies qui fonctionnent pas. Et on peut imaginer que ça pourra avoir un effet d'entraînement aussi sur les autres secteurs. Bon, après, il y a des raisons un peu plus pragmatiques. Par exemple, c'est inclus dans les évaluations HCRS. Voilà. Donc, pour commencer, donc cette discussion sur les pratiques de la recherche, une première étape qui est souvent suivie, c'est donc d'essayer de mesurer cette empreinte. Voilà, avec l'idée que si on veut pouvoir réduire notre empreinte, la première chose, c'est de la connaître et d'arriver pour arriver à la comprendre un petit peu. Alors, vous remarquerez que j'ai mis un point d'interrogation parce que je discuterai un petit peu de ça quand même à la fin, du fait que ce soit vraiment nécessaire, enfin voilà, d'aller très loin sur cette partie-là, mais en tout cas, il me semble que c'est une étape qui est importante. Donc c'est quelque chose. Alors j'ai parlé depuis le début du collectif Labo 1.5. Un Labo 1.5, c'est donc un collectif qui a été formé fin 2018, début 2019, et qui maintenant est devenu un groupement de recherche avec plusieurs équipes différentes. Une équipe qui travaille sur l'empreinte carbone des laboratoires, une équipe qui travaille sur l'accompagnement à la transition écologique des laboratoires, des équipes qui travaillent sur l'enseignement, la réflexion, etc. Il y a
plein de choses qui sont faites. Et une des spécificités de ce collectif, c'est de considérer cette réduction de l'empreinte environnementale des activités de recherche comme une question de recherche. Donc voilà, d'où la constitution du GDR, et j'ai mis quelques exemples de publications qui sont liées à ce GDR. Il y en a d'autres, hein, mais c'était pour montrer quelques petits exemples. Et une des premières tâches qu'on a réalisées dans la MO 1.5, c'est de créer un outil qui s'appelle GES 1.5, qui permet de faire le bilan des émissions de gaz à effet de serre des laboratoires. C'est donc un outil qui a été créé sur 2019-2020, qui est basé sur la méthodologie de bilan GES standardisé. Bon, c'est un outil web gratuit, open source, etc. Voilà, qui a été recommandé par plusieurs tutelles. Et pour vous donner quand même une petite idée, c'est utilisé par plus de 700 laboratoires en France actuellement. Le périmètre, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc le périmètre de départ, c'était principalement tout ce qui est bâtiment, électricité, chauffage et puis fluides frigorigènes. Donc globalement, ça correspond, pour ceux qui connaissent, au scope 1-2 des bilans GES. Et puis tout ce qui est déplacement aussi, donc déplacement en mission et déplacement domicile travail. Ça a été étendu sur la version 2 à tout ce qui est achat de matériel numérique et les achats de façon plus générale, enfin le reste des achats. Donc c'est tout ce qui est achat de biens ou de services, hein, que ce soit des achats de la viennoiserie pour impôt, ou que ce soit un achat d'un vidéoprojecteur, voilà, ou des achats de services aussi, hein, des services de maintenance ou autres. Tout ça, ça va rentrer dans les achats. J'insiste un petit peu parce que du coup, ça veut dire que cette catégorie achat, elle est un petit peu fourre-tout, c'est tout ce qu'on ne calcule pas de façon plus précise dans les autres postes. Le travail actuel, c'est principalement sur tout ce qui est infrastructure de recherche et équipements mutualisés. Donc voilà, typiquement avec quelques personnes qui sont dans cette salle d'ailleurs, hein, on a travaillé sur des facteurs d'émission pour les infrastructures de calcul scientifique. Je vais passer très très rapidement juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble d'utiliser GES 1.5. Hein. On a proposé un certain nombre d'étapes pour faire ce bilan. Alors, le but n'est pas de tout vous détailler et que vous sachiez faire un bilan GES à la fin, mais c'est simplement pour insister sur le fait que ça se fait toujours dans le cadre d'un accord avec la direction, d'une présentation personnelle, etc. C'est pas une démarche qui doit être isolée, c'est quelque chose qui doit se faire de façon concertée avec l'ensemble du laboratoire. Et je reviendrai un petit peu sur cette partie, cet aspect aussi après. Et puis, après, il y a un principe de calcul qui est très simple, hein, c'est qu'on prend les données d'activité, on va utiliser un facteur d'émission qui permet de convertir ces données d'activité en empreinte carbone, et ça nous donne une empreinte carbone qui est liée à ce poste-là. Les interfaces de ces idées données, elles ont été pensées pour être les plus simples possibles dans GES 1.5. Hein, donc là, vous avez les interfaces pour rentrer des consommations d'électricité, de consommation énergétique et puis de fuite de gaz réfrigérant. Et puis à droite, vous avez l'interface pour les missions, les déplacements professionnels, donc. Et voilà ce à quoi ça peut ressembler un résultat de GES 1.5. Donc alors c'est un résultat totalement fictif. Je n'ai jamais vu en vrai un bilan qui ressemble à ça avec un matériel informatique qui représente le principal poste d'empreinte. Hein. Donc c'était simplement pour vous montrer à quoi ça ressemblait. En réalité, il y a deux types de résultats. Il y a ce résultat qui est un petit peu plus parlant, disons, et puis il y a un résultat qui est aussi au format réglementaire pour les bilans GES que vous pouvez déposer sur le site de l'ADEME notamment. Voilà. Hop. Alors, concrètement, quand on regarde un petit peu ce que ça donne, donc je vous disais qu'il y avait plus de 700 laboratoires qui avaient utilisé l'outil. Quand on regarde ce que ça donne au niveau national, ça permet de voir justement quels sont les principaux postes. Donc alors, au niveau du laboratoire et deux, au niveau national. Donc là, à gauche, vous avez les premiers résultats. Donc, il n'y avait pas encore là les achats qui étaient dans ce graphique. Vous voyez que plusieurs choses, hein, c'est que d'une part on voit un petit peu l'importance des différents postes de façon générale, et puis surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien, donc chaque point ça représente un bilan, et ce qu'on voit bien, c'est que les empreintes sont très hétérogènes selon les laboratoires.
Voilà, il y a vraiment des émissions qui varient énormément en fonction des laboratoires. Et puis sur la droite, donc c'est un travail plus récent qui est lié à l'intégration donc de la partie achat dans GES 1.5 que vous voyez tout à gauche, où on voit que les achats dominent très largement enfin, encore une fois, en moyenne, les achats dominent très largement l'empreinte carbone des laboratoires. Et encore une fois, on voit aussi que ces bilans GES, enfin les empreintes carbone en tout cas par poste, sont très différentes les unes des autres. Ce qu'on voit aussi ici, donc ça c'est les bilans GES des laboratoires pilotes de l'expérimentation dont je parlerai tout à l'heure. Ce qu'on peut voir, c'est que il y a vraiment des laboratoires, des grosses différences dans les postes principaux. Donc par exemple, tout le cadre en bas à droite, là, c'est des laboratoires où la partie achat est très largement majoritaire. Voilà. Encore une fois, du fait que la partie achat soit un peu une catégorie fourre-tout et qu'il y ait beaucoup de choses différentes dedans. Mais en tout cas, on voit que donc c'est des laboratoires où la partie achat est majoritaire. Juste au-dessus, vous avez des laboratoires où les achats et l'émission sont à peu près à part égale. Si vous regardez encore en haut à gauche, là, vous avez cette fois-ci déplacement, domicile travail, mission et achat qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Bon, je vais passer sur les derniers autres parce que voilà, mais c'est simplement pour vous montrer que les bilans GES des laboratoires sont très hétérogènes. On retrouve rarement la même typologie d'empreintes entre deux laboratoires. Ce qui veut dire que ça va être important de chercher des solutions localement, c'est-à-dire à l'échelle du laboratoire, en tenant compte de la discipline du laboratoire, de la situation géographique du laboratoire, des habitudes du laboratoire aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et c'est une raison. C'est pour ça que je vous disais au départ, je ne vais pas vous donner des solutions toutes faites. Voilà comment il faut faire pour réduire votre empreinte carbone par 2 d'ici 2030. Clairement, ça va énormément dépendre de l'empreinte carbone de votre laboratoire. Alors, comment est-ce qu'on utilise ces résultats? Donc, les bilans GES, ils vont être utiles principalement pour analyser l'empreinte. Donc, encore une fois, au niveau du laboratoire lui-même, ça va permettre de dégager les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi au niveau national, ça va permettre de regarder justement, donc là typiquement le fait que le poste des achats soit très important, alors que ce poste d'achat est rarement pris en compte dans la plupart des documents stratégiques quand on a analysé un petit peu la littérature sur l'empreinte carbone dans l'enseignement supérieur et la recherche au niveau international, on se rend compte que c'est un poste qui est rarement pris en compte. Or, quand on regarde dans les bilans de GES 1.5, c'est le poste qui est très largement majoritaire. Et puis l'autre utilité de ce type de bilan, c'est que ça va permettre aussi de regarder quel pourrait être l'impact de mesures de réduction. Donc, si on décide qu'on met en place un quota carbone pour prendre quelque chose de simple, ça va permettre de regarder de combien est-ce que ça va permettre de réduire l'empreinte du laboratoire et de créer aussi des trajectoires bas carbone. Je vais montrer ça juste après. Donc, globalement, je reviens sur ma question de départ. Je disais, est-ce que on a besoin de mesurer pour arriver à comprendre un petit peu sur quoi est-ce qu'il faut agir. Donc, ce qui est important, c'est que le bilan GES, il représente la réalité. Voilà, il y a des contraintes là-dessus, par exemple dans des standards internationaux de qu'est-ce qui doit être pris en compte pour être à peu près sûr que ça représente la réalité. Sachant que ça a été dit tout à l'heure que on devait conserver notre énergie pour tout ce qui vient. Clairement, faut pas non plus que ça prenne tout le temps et l'énergie des personnes qui sont motivées. Mais comme je le disais précédemment, comme on a quand même des résultats très hétérogènes, c'est important de regarder au moins à gros grains dans un premier temps, sachant que ça peut être un processus itératif, à quoi ressemble l'empreinte carbone du laboratoire. Donc, c'est bien d'avoir un bilan, mais ça provoque pas nécessairement une mise en mouvement tout seul. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait son bilan GES?
Donc il y a un outil qui est sorti récemment là qui s'appelle Scénario 1.5 qui permet justement de regarder quel pourrait être l'impact. Donc à partir du bilan GES actuel d'un laboratoire, quel peut être l'impact de différentes mesures de réduction de l'empreinte carbone. Donc ici vous voyez donc à gauche le bilan initial de 2019, vous voyez un certain nombre de mesures qui ont été prises en bas et ça vous permet d'estimer l'impact donc là en l'occurrence à 2030. Et de regarder quelles sont les contributions de chacune des mesures à la réduction de l'empreinte. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'évaluer le potentiel de réduction des GES de chaque mesure et d'aider au passage à l'action. Voilà. En revanche, c'est pas un outil qui a été pensé pour classer des mesures en soi, hein, parce que il n'y a pas que l'empreinte carbone, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue des indicateurs, mais aussi parce qu'on peut vouloir prendre en compte plein d'autres choses, hein, des questions d'équité dans le laboratoire ou des questions de qualité de la recherche. Enfin voilà. Donc ça veut pas, c'est pas un outil qui permet de classer les mesures, c'est simplement un outil d'aide à la réflexion. Et de la même façon, ça va pas permettre de proposer des scénarios de transition clé en main. Alors, par ailleurs, cet outil, l'idée, c'est que ça s'insère aussi dans un cadre un petit peu plus général de l'aide à la décision par la construction de scénarios. Donc, c'est un travail qui a fait l'objet d'un groupe de travail l'année dernière, non, 2021, je sais plus, 2021 ou 2022. Il y a quelques personnes dans la salle qui pourront répondre s'il y a besoin. Sur la scénarisation, justement. Donc, on a essayé de proposer juste une méthode un petit peu générale. Donc, là, je montre simplement, donc, ça s'appelle le cône des futurs qui représente les scénarios alternatifs. En bleu, vous avez le scénario tendanciel, donc si on fait rien, et puis on propose d'imaginer plusieurs scénarios alternatifs. Donc par exemple ici le tendanciel, c'est que rien ne change. Je vais pas détailler beaucoup, hein, mais bon, il peut y avoir quand même des choses qui changent. Hein. Par exemple l'augmentation de l'usage de la climatisation du fait de l'augmentation des températures. Mais en tout cas le laboratoire il n'y a rien de particulier qui est changé pour réduire l'empreinte du laboratoire. Et puis, on peut imaginer deux autres scénarios alternatifs. Donc, par exemple, un premier scénario où le laboratoire prend les choses en main. Donc, on imagine que là, il y a une forte demande des membres du laboratoire et qu'on va mettre, par exemple, un effort majeur sur l'émission. On peut imaginer qu'il y a aussi des actions sur l'électricité, le chauffage, etc., etc. Et puis, on peut imaginer aussi un deuxième scénario alternatif avec ici, le laboratoire ne fait pas forcément beaucoup de choses à part des efforts d'accompagnement. Mais par contre, il y a un changement majeur dans l'écosystème, donc dans les tutelles ou le territoire, etc., qui fait qu'il va y avoir un gros changement, en fait, d'un point de vue de l'empreinte carbone du laboratoire. Et l'idée, donc, c'est de réfléchir. Donc, ce qu'on propose en fait dans ce qu'on a proposé dans ce groupe de travail, c'est d'avoir une co-construction de ces scénarios avec l'ensemble du laboratoire pour réfléchir à quels sont les futurs possibles du laboratoire et ensuite permettre de voter sur vers quoi on veut aller. C'est des choses qui ont été faites dans certains laboratoires d'ailleurs, alors pas forcément en partant de ça, mais je vous montrerai un exemple après. Donc, pour en venir justement à ce qui a été fait concrètement dans les laboratoires. Quelques petits exemples. Alors l'exemple le plus représentatif, c'est l'exemple du l'Océan, qui est donc un laboratoire d'océanographie à Paris, qui a fait un certain nombre d'actions, d'abord de sensibilisation dans le laboratoire, et puis ensuite de discussion sur les mesures de réduction de l'empreinte carbone à prendre. Et ils ont décidé donc de mettre en place des quotas sur l'émission, puisque comme vous voyez, une immense partie, donc ça c'était avant intégration des achats, mais bon, une immense partie de leur empreinte carbone est liée au déplacement, aux missions, donc à la fois à tout ce qui est déplacement en conférence, etc., mais aussi à toutes les campagnes en mer. Et donc, ils ont décidé de mettre en place des quotas carbone dégressifs pour le personnel du laboratoire. Un autre exemple que je vais citer, alors je sais, voilà, Sophie, je te cherchais dans la salle, qui est le laboratoire Maillage, qui est donc un laboratoire de bioinformatique, mathématiques appliquées informatique à Saclay, de l'INRAE, avec environ 70 personnes.
où il y a eu aussi un certain nombre d'actions. Donc il y a eu plusieurs votes, hein, par exemple sur est-ce que le personnel était d'accord pour s'engager dans une démarche de réduction, des votes sur les actions possibles, et puis des votes après sur les scénarios. Donc ils ont défini 5 scénarios imbriqués, et puis ils ont fait un certain nombre d'actions aussi. Et donc, le résultat des votes, ça a été l'adoption de ce scénario, engagement volontariste, avec donc quatre types d'actions que vous voyez ici. Voilà, donc Sophie a fait un super séminaire, si vous ne l'avez pas vu, pour les directeurs d'unité et directrices d'unité dans le cadre de Labo 1.5. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ce séminaire. Mais moi, ce que j'en ai retenu notamment, c'est que dans les points importants qu'elle mettait en avant, c'était le fait que ce soit porté par la direction, c'était important. Le fait que les résultats du bilan GES n'étaient pas forcément évidents. Donc, typiquement, à Maillage, ils se sont rendus compte que les déplacements de domicile-travail avaient une part importante de l'empreinte carbone, ce qui n'était pas évident a priori. Et le fait que les investissements, le fait d'avoir des investissements pour cette transition était important aussi. Et en revanche, parmi les freins, elle relevait que le fait que ce soit la direction qui le porte, ça peut avoir donné l'impression aussi que tout est décidé, qu'il y avait des craintes d'actions coercitives, de stigmatisation, etc. Et puis, bon, ce que soulève à peu près tout le monde, hein, le fait que le temps qui est passé sur toutes ces activités n'est pour l'instant pas reconnu, et c'est problématique parce que c'est pour l'instant pas valorisable. Donc voilà. Donc voilà, c'est important de voilà. Par ailleurs, oui, j'ai oublié de dire aussi. Donc, ce qui me semble important là-dedans, c'est tout l'aspect justement discussion, vote, etc. Donc, ils sont appuyés aussi sur le réseau, sur le BGES pour arriver à prioriser, etc. Et puis, le dernier exemple que je vais donner, c'est celui de mon laboratoire, donc le LISEN, qui est un laboratoire d'informatique et de mécanique énergétique sur le plateau. On a fait un certain nombre de choses, donc notamment de sensibilisation. On a fait des bilans GES, presque du climat, sondage, une exposition dont vous voyez un des panneaux ici, et puis on a voté très très récemment des mesures par le conseil de laboratoire, après plusieurs discussions, des sondages, etc., sur les missions, les repas et les achats. Dans notre cas, cette démarche, elle se situait dans le cadre de l'expérimentation Labo 1.5, dont j'ai déjà parlé précédemment. Donc l'objectif de cette expérimentation, c'est d'accompagner les laboratoires dans leur transition bas carbone et en même temps d'étudier justement cette transition, c'est-à-dire voir quelles sont les mesures qui marchent ou qui marchent pas, quels sont les freins que les laboratoires peuvent rencontrer, et essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut y répondre. Donc l'idée, c'est de faire ça en 4 étapes, hein, avec un bilan GES. Encore une fois, toute une partie discussion, hein, qui est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important que ce soit discuté au niveau du laboratoire pour que ce soit accepté par l'ensemble du laboratoire. Une mise en œuvre et puis un suivi de cette transition. Dans le cadre de cette expérimentation, il y a aussi un dispositif un outil qui s'appelle le Kit 1.5 qui a été créé, qui présente les différents dispositifs qui vont de la sensibilisation, alors je suis pas dans le bon sens, la sensibilisation à droite à des outils plus coercitifs comme une taxe carbone ou un quota carbone individuel. Et donc, pour chacun de ces outils, vous avez une fiche qui explique globalement comment est-ce que ça fonctionne et puis comment ça peut être utilisé dans un laboratoire. Enfin, il y a pas très longtemps le lancement du réseau des laboratoires en transition, et à cette occasion, les responsables de la partie expérimentation ont fait un petit bilan sur quelles étaient notamment les réticences au changement de pratique. Et ça me semblait intéressant de les citer parce que je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tous les laboratoires qui ont engagé ce type de processus. Donc, un des freins, c'est le temps. Voilà, par exemple, si on veut limiter l'usage unique, ça nécessite de passer du temps à faire cette tâche-là. L'évaluation, effectivement, les critères d'évaluation de la recherche, pour l'instant, on n'intègre pas du tout ces choses-là. La qualité des expérimentations qu'on veut garder, bon, il y a des freins culturels, hein, le fait dans des laboratoires, par exemple informatique, le fait de développer d'autres imaginaires, de réfléchir à d'autres thématiques de recherche, c'est pas évident.
Il y a des tensions, j'en parlerai juste après, et puis des questions de sobriété, hein, c'est-à-dire il faut des réflexions collectives sur ce qu'on souhaite conserver. Donc, pour répondre à certaines tensions, dans l'exposition du lycée, on avait créé une affiche spécifique là-dessus sur les excuses de l'inaction. Et puis, je vais faire une conclusion en 2 temps, ça va aller vite. La première conclusion, c'est que au début, j'ai présenté donc la partie pratique et la partie donc thématique de façon complètement séparée. Mais en réalité, quand on commence à travailler sur les pratiques, donc là, ça c'est un graphe qui est issu d'un travail sur les données de l'enquête qui a été faite en 2020 par Labo 1.5. Avec plus de 6000 répondants, mais là, en l'occurrence, ça faisait un petit peu moins, je crois qu'on est à peu près à 1 millier de répondants. Et donc, il montre que, en l'occurrence, le nombre de voyages en avion est corrélé au taux de publication sur les 3 dernières années, donc à une sorte de visibilité scientifique, disons. Je relie pas forcément ça à la qualité scientifique, mais en tout cas à une certaine visibilité. Et ce qui veut dire que quand on va essayer de réduire l'empreinte carbone, eh ben, on va aussi toucher au cœur des recherches. Donc c'est pas séparé, hein. D'ailleurs, voilà, cette séparation, elle est un petit peu artificielle, hein. Pierre Morel, il disait tout à l'heure que justement la recherche en elle-même, c'est aussi un coût majeur. C'est quelque chose qu'on observe aussi, par exemple, dans le bilan carbone du CNRS, où les infrastructures de recherche ont un poids très important. Donc voilà, on peut séparer, mais c'est vrai que au bout à un moment, on va forcément devoir questionner le cœur de métier. Et puis la deuxième conclusion que je voulais tirer, c'est que on a vu qu'il y avait beaucoup d'expérimentation dans les labos pilotes, labos en transition, puis des labos qui sont pas dans Labo 1.5, ça existe aussi. Et puis on observe que ces laboratoires, ils ont des rythmes de mise en mouvement qui sont différents, des empreintes carbone qui sont différentes, des approches choisies très différentes parce qu'ils sont adaptés elles sont adaptées au laboratoire. Mais du coup, une des questions qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle et comment est-ce qu'on transforme l'ensemble de la recherche à partir de ces transitions locales.